Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons droit au but. La plupart des gens d'Edgewood Park diraient que j'ai eu le genre de vie qu'on voit à la télé. Les sitcoms noirs où tout le monde est beau, la cuisine toujours chaude et les rires qui se reflètent sur les murs comme la lumière du soleil. Je suis né et j'ai grandi à Charlotte, en Caroline du Nord, dans le sud de la ville, un quartier partagé entre la soul traditionnelle et les nouveaux riches, les chœurs gospel et les rythmes trap qui s'échappaient des voitures. Mon univers reposait sur deux personnes, ma femme, Renée, et mon meilleur ami depuis l'école primaire, Deshawn. Renée était douce mais radieuse, sa peau couleur miel foncé, ses yeux perçants et doux pour moi. Elle était ma paix, stable, apaisante, un murmure lors des journées difficiles. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant de soul food du centre-ville, elle en double journée, moi fraîchement sorti de l'école professionnelle, et je jure que la façon dont elle riait à mes blagues ringardes m'a fait me sentir vraiment compris pour la première fois. Deshawn, quant à lui, était mon frère en tout, sauf par le sang. Quand on était petits, on nous appelait les jumeaux, tous deux grands, avec la même mèche rebelle, tous deux essayant de jouer au basket sans jamais intégrer l'équipe universitaire. On est restés ensemble à la fac, au travail, avec les femmes, et même dans les moments difficiles, quand le monde semblait trop dur. Ma mère l'appelait le « fils supplémentaire », et il portait fièrement ce titre. Tous les dimanches, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, il venait déjeuner. Parfois, il arrivait à 11h avec des biscuits Bojangles, parfois juste son grand sourire niais. Chez nous, le dimanche était un rituel. Ma mère disait qu'on juge un homme à la personne avec qui il partage son pain. Pour moi, partager son pain signifiait que Deshawn s'affalait sur mon canapé, Renée nous taquinant sur notre obsession pour le jeu. La vieille PS4 se lançait, les discussions ordurières remplissaient le salon, et des assiettes de côtelettes de porc étouffées ou de merlan frit déferlaient sur la table. Le rire de Renée résonnait dans la pièce, léger comme l'air estival. Nous parlions de tout, des tracas de Deshawn à la banque, des cours de Renée, de mon emploi stable d'entrepreneur. La vie semblait complète, ce genre de bonheur qu'on ne remet pas en question par peur de porter malheur. Avec le recul, j'aurais aimé prêter plus d'attention au silence. Ses regards subtils échangeaient autour d'un chou vert fumant. Mais la confiance était si forte entre nous qu'elle ne m'était jamais venue à l'esprit. Renée et moi avons essayé d'avoir un enfant pendant près de 2 ans, discrètement au début. Puis, avec une urgence croissante, à mesure que nos amis et notre famille laissaient entendre des allusions. Lorsqu'elle m'a finalement annoncé sa grossesse, j'étais à moitié sous l'évier en train de réparer une fuite, et elle a fait glisser une petite grenouillère des Carolina Panthers sur le sol. Mon cœur a failli exploser. J'ai appelé Deshawn, la voix tremblante, et il a crié si fort que j'ai dû retirer le téléphone de mon oreille. À partir de ce jour, nous sommes devenus une équipe tous les trois. Je commandais des petites bottines Jordan et des casquettes snapback minuscules, je dessinais les plans d'une chambre d'enfant. Deshawn était toujours là, perçant des trous pour le berceau, peignant les murs d'un bleu sarcelle doux, mettant de la musique pour le ventre rond. Il me tapait dans le dos, me disait avec un grand sourire, « Tu vas être le papa le plus génial, Darius. » Je le croirais, car il ne m'avait jamais donné de raison de ne pas le faire. Renée rayonnait. La grossesse lui allait à ravir. Elle le portait comme un vieux chapeau d'église, fière et douce. Ma mère et la sienne organisaient des baby showers et des échanges. Esha, la fille de Deshawn à l'époque, avait même tricoté une couverture, bleue, jaune et verte. Nous pensions tous que c'était un nouveau chapitre. Certains soirs, Renée s'asseyait près de la fenêtre, les mains sur le ventre, et parlait du monde qu'elle souhaitait pour notre enfant. Je l'embrassais sur le front et lui promettais de le construire, brique par brique. Ma vie, si bien remplie, me semblait aussi solide que la maison que j'avais transformée en nôtre. La mi-juin à Charlotte me frappe comme un rêve fiévreux. L'air est si épais qu'on suffoque, les cigales crient du crépuscule à l'aube. Le ventre de Renée a grossi. Notre excitation aussi. La première fois que nous avons vu le bébé à l'échographie, j'ai pleuré. Deshawn était dans la salle d'attente, souriant à tout le monde, disant aux infirmières que j'étais l'homme le plus doux qu'il connaissait. Il a pris des photos à notre sortie, Renée tenant le document imprimé, et les a envoyées par SMS à notre groupe de discussion. Ces semaines ont été magiques. Renée a fait son nid. J'ai construit et planifié. Deshawn était toujours proche, parfois plus près que d'habitude, mais je mettais ça sur le compte de l'excitation.
Nous étions une famille. Un jeudi chaud, le médecin de René nous a programmé un scanner complet. Son gynécologue était un vieux frère aux tempes grises et aux blagues en tout genre. L'hôpital sentait le désinfectant pour les mains et les vieux secrets. Tout en notant le dossier médical de René, le médecin jeta un coup d'œil à nos dossiers. Groupe sanguin des 2 parents, s'il vous plaît. On le garde en mémoire en cas de transfusion, d'urgence rare, etc. J'ai répondu automatiquement, 0 positif. Il hocha la tête, puis vérifia le dossier de René. AB négatif. Pas courant, mais ça va. Il parcourut son écran, marqua une pause, puis ajouta, le bébé est également AB négatif. Une combinaison inhabituelle. Il doit ressembler à sa mère. J'ai plaisanté en serrant la main de René. Le stylo du médecin s'est figé. Il nous a regardés tour à tour. Monsieur Lannes, vous avez dit que votre groupe sanguin était O positif. Oui, monsieur. Il l'a toujours été. Il hésita, jeta un coup d'œil à René, puis à moi. Pourriez-vous sortir un instant, monsieur Lannes? Nous étions dans un couloir étroit, les infirmières s'affairant. La voix du médecin était douce, prudente. Médicalement, monsieur, un père O positif et une mère AB négative ne peuvent pas avoir un enfant AB négatif. C'est génétiquement impossible. J'ai entendu ces mots, mais je n'ai pas pu les interpréter. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Il retira ses lunettes et me regarda dans les yeux. Je dis, aussi gentiment que possible, que ce bébé n'est pas biologiquement le tien. Le couloir tournoya. J'ai appuyé une main contre le mur froid, me forçant à ne pas m'effondrer. J'ai pensé au berceau, aux petites chaussettes, aux rêves. J'ai pensé à Deschaune, qui avait peint ses murs avec moi. À mon retour dans la salle d'examen, René consultait son téléphone. Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit que je l'aimais, et nous sommes rentrés chez nous en silence. Je ne me souviens pas du trajet, juste du ronronnement de la climatisation et de son léger bourdonnement. À l'intérieur, je me suis excusé, j'ai verrouillé la porte de la salle de bain et j'ai poussé un cri silencieux. Mon âme avait l'impression d'avoir été arrachée et essorée. Mais je n'ai pas fulminé, je n'ai pas accusé. J'ai simplement attendu. Je suis devenu acteur, me glissant dans le rôle du mari dévoué. Je lisais des livres sur la parentalité à voix haute le soir, je sentais les coups de pied du bébé, j'organisais la baby shower avec la mère de René. Tous les dimanches, Deschaune venait, apportant rire et blagues, et les matchs de FIFA s'éternisaient après minuit. Je les regardais tous les deux. Chaque geste. Chaque regard échangé. Chaque silence gêné. Mon cœur était un animal blessé, mais mon visage portait un masque de joie. Dans le noir, je cherchais des réponses, ressassant mes souvenirs. Quand la trahison avait-elle commencé? Était-ce un instant, ou une série d'autres, me filant sous le nez comme un voleur dans la nuit? J'ai commencé à rester tard au travail, à surveiller les notifications de la caméra, le ventre noué. Un soir, une semaine après ma visite à l'hôpital, j'ai remarqué la voiture de Deschaune garée dehors après minuit. Je me suis dit qu'il déposait simplement quelque chose, peut-être des outils empruntés. Mais le soupçon me rongeait. J'ai installé 2 petites caméras, l'une dans le salon, l'autre au-dessus de la porte de notre chambre. Je me suis dit que c'était pour des raisons de sécurité. C'est ce mensonge qui m'a permis de dormir la nuit. Les images ont confirmé ce que mon cœur savait déjà. J'observais, impassible, René et Deschaune se déplacer dans ma maison. Mon sanctuaire, comme si j'étais invisible. Des baisers sur mon canapé, des mains touchant ce que j'appelais autrefois les miennes, la voix de Deschaune murmurant son nom dans le noir. Ma colère couvait lentement. J'ai pensé à la confrontation, à la violence, à les dénoncer dans la rue. Mais quelque chose de plus froid, de plus silencieux, a pris racine. La vengeance n'était pas le mot juste. Plutôt une révélation, un besoin de vérité, de se dévoiler sous la lumière la plus crue. J'ai commencé à planifier. J'ai dressé des listes, répété des conversations, imaginé des scénarios. Chaque soir, je m'allongeais à côté de René, la regardant dormir, comptant les jours. La baby shower approchait, une grande fête dans notre jardin. Les 2 familles étaient invitées, des amis, des fidèles, d'anciens camarades de lycée, la mère de Deschaune et ses petits cousins. Notre maison était inondée de ballons pastels et d'assiettes de poulet frit, de salades de pommes de terre et de crumble aux pêches, trempées sous du film plastique.
René était magnifique dans sa robe jaune, son rire résonnant lorsqu'elle ouvrait ses cadeaux, entourée de femmes qui roucoulaient devant les affaires de bébé. Deschaune se tenait près du grill, retournant les hamburgers en riant, l'image même d'une meilleure amie dévouée. Je souriais, je jouais le jeu, serrant des mains, serrant des proches dans mes bras, versant du thé sucré. En dessous, mes mains tremblaient. Ce soir-là, après le départ de la dernière voiture, je me suis assis à la table de la cuisine, regardant Deschaune et René faire le ménage ensemble. L'aisance entre eux était palpable, comme deux personnes partageant un langage secret. J'ai décidé que le moment était proche. Les semaines passèrent. Le ventre de René grossit. Deschaune se fit encore plus présent, passant avec des petits cadeaux, faisant des courses, se rendant indispensable. La maison semblait plus petite, l'air plus lourd. Je continuais à jouer mon rôle, douce, aimante, attentionnée. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner de René, lui massais les pieds endoloris, écoutais ses espoirs pour l'avenir. Chaque geste était une couture, cousant le masque parfait. À un mois de la date prévue, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai réservé une salle en centre-ville, un lieu élégant aux parois de verre surplombant la ville, la skyline de Charlotte étincelant dans la lumière du soir. J'ai dit à tout le monde que c'était une célébration de nouveau départ, de l'arrivée du bébé, de notre voyage. René rayonnait d'impatience. Deschaune m'a tapé dans le dos et m'a traité de vrai roi. J'ai passé des jours à préparer une présentation vidéo. Mes amis ont envoyé des photos, ma famille m'a envoyé des messages. J'ai tout inclus, les photos de l'échographie, des photos de la chambre d'enfant, des extraits de René et moi en train de danser dans le salon. Mais la dernière partie de la vidéo était pour moi seul. Le soir du dîner, la salle vibrait de chaleur, un orchestre de jazz jouait, les tables étaient drapées d'or et de blanc, l'air embaumait les bougies et l'espoir. Tous ceux que j'aimais étaient là, ma mère, le père de René, les tantes de Deschaune, de vieux amis du quartier. Après le dîner, j'ai tapoté mon verre et demandé l'attention de tous. René m'a souri. Deschaune était allongée à ses côtés, détendue et confiante. J'ai commencé par un discours. Merci à tous d'être ici pour célébrer le début de quelque chose de beau. La famille est tout pour moi. C'est le fondement de qui je suis. La raison pour laquelle je travaille si dur. Les gens hochaient la tête, souriaient, levaient leurs verres. J'ai préparé un petit cadeau pour René. Et pour notre invité d'honneur. J'ai regardé Deschaune, soutenant son regard une seconde de plus que nécessaire. Les lumières se sont tamisées. Le projecteur a ronronné. La vidéo a commencé. Au début, c'était adorable. Des photos de René et moi à notre mariage, riant dans la cuisine, dansant pieds nus sous la pluie. Les invités applaudissaient, essuyaient leurs larmes et applaudissaient. Puis l'écran vacilla. Les images se mirent à bouger, noir et blanc granuleux, l'horodatage net. René et Deschaune dans mon salon, leurs mouvements intimes, familiers. Un autre extrait, il se glisse dans ma chambre, sa main s'attardant sur son bras. Un son est diffusé, des mots doux et inimitables. La pièce se fige. Le père de René se prit la tête entre les mains. La mère de Deschaune sanglota, un gémissement qui résonna sur le sol de marbre. René resta assise, immobile, les lèvres tremblantes, les yeux écarquillés et humides. Deschaune se tenait debout, sans aucune arrogance, le visage pâle, les mains tremblantes. Je laissai la vidéo se dérouler, chaque seconde étant un réquisitoire. À la fin, le silence fut absolu. J'ai posé mon verre et j'ai lentement observé la pièce. Les visages déformés par le choc, la femme qui était autrefois mon cœur, l'homme qui m'appelait « frère ». Merci d'être venu, ai-je dit d'une voix calme et posée. Je voulais que vous sachiez tous la vérité avant de partir. Puis je suis sorti, laissant la porte se refermer derrière moi. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un motel bon marché près de Tryon Street. La chambre sentait l'eau de Javel et les rêves fades. Je n'ai pas dormi, je regardais juste les lumières de la ville scintiller à travers des rideaux bon marché. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocat avant le lever du soleil. Les papiers du divorce ont été déposés, les ordonnances restrictives ont été mises en place. J'ai tout envoyé, vidéo, chronologie, rapport de groupe sanguin, au service des ressources humaines de Deschaune à la banque. Il a perdu son emploi à midi. La famille de René a rassemblé ses affaires. Elle a essayé de m'appeler, m'a envoyé de longs SMS, des messages vocaux et des courriels.
Je n'ai jamais répondu. En une semaine, mon ancienne vie avait disparu. La réputation de Deshaun s'était effondrée. Amis, famille et collègues s'étaient détournés. René a emménagé chez sa mère, enceinte, sa bague oubliée dans une maison silencieuse et vide. J'ai quitté Charlotte pour Atlanta, loué un petit appartement près de Peachtree, et pris un nouveau départ. Nouveau travail, nouvelle salle de sport, nouvelle routine. Chaque matin, je me réveillais au son du bourdonnement de la circulation, la promesse d'un avenir meilleur. J'effaçais de vieilles photos, changeais de numéro, ne gardais que le nécessaire, quelques vêtements, mes outils, ma dignité. Parfois, je croisais des gens de chez moi, des cousins, de vieux amis de passage. Ils me demandaient, prudemment, si j'allais bien. Je souriais, leur disais que j'étais mieux que jamais. La douleur persistait, certes, mais elle devenait un tonnerre lointain, sans jamais m'atteindre complètement. Atlanta me convenait parfaitement. La ville bouillonnait d'énergie, la joie était omniprésente. Des festivals dans les parcs, de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes des voitures, des food trucks à chaque coin de rue. Je me suis reconstruit petit à petit. Certains matins, je me réveillais juste avant l'aube, je me tenais sur mon balcon et je regardais le soleil dorer le ciel. Je respirais profondément, sentais la ville s'animer sous mes pieds et pensais à tout ce que j'avais survécu. René m'a envoyé des lettres, implorant son pardon, mais je n'ai jamais répondu. J'ai entendu dire que Deshaun était retourné vivre chez sa tante, se cachant derrière les barreaux. Leurs noms étaient devenus des souvenirs, effacés par le temps et la distance. Des mois plus tard, alors que l'automne peignait la ville de rouge et d'or flamboyant, j'étais assis dans un café, sirotant mon café, carnet ouvert. Une femme à la table voisine a ri, d'un rire clair et libre. Elle a attiré mon regard et m'a souri. À cet instant, j'ai senti le monde basculer, s'ouvrir grand. Je ne savais pas où la vie me mènerait, mais j'étais prêt. Le passé n'était plus qu'une ombre derrière moi, qui s'amenuisait chaque jour. L'avenir, à vous de jouer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle captivante.